De 1999 à 2018, une question est restée en suspens dans une petite ville de l'Oklahoma. Qu'est-il arrivé à la famille Freeman et où se trouvent Loria Bible et Ashley Freeman? Entre la méfiance vis-à-vis de la justice, le fléau de la drogue et le combat des parents pour la vérité, il faudra 19 ans pour donner des réponses. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes dans la ville de Welch, située dans le comté de Craig, qui lui est dans l'état de l'Oklahoma. C'est une petite ville tranquille qui compte un peu plus de 600 habitants. En son sein vit Loria Bible, une adolescente de 16 ans. Pas très loin de cette ville vit sa meilleure amie, Ashley Freeman, dans la petite ville de Vinita. Les deux adolescentes se connaissent depuis toutes petites et elles sont inséparables. Que ce soit à l'école ou bien en dehors, l'une est souvent accompagnée de l'autre. Loria est une cheerleader qui aime aider les gens, c'est une fille très énergique. Ashley, elle est sportive. Comme son amie, elle est une coureuse très rapide. C'est également une fille agréable qui aime les activités extérieures comme la pêche et la chasse. Le 29 décembre 1999, Ashley célèbre ses 16 ans. Et c'est tout naturellement qu'elle demande à ce que Loria soit présente ce jour-là. La jeune adolescente demande à ses parents, Lauren et Jay Bible, si elle peut passer la nuit chez les Freeman pour l'occasion. Ses parents acceptent à condition qu'elle rentre avant midi le lendemain pour nourrir ses animaux. La jeune fille prend sa voiture, part du domicile et se rend chez sa meilleure amie. Les parents d'Ashley, Kathy et Danny Freeman, sont présents chez eux avec leur fille. Et tous ensemble, avec Loria, ils célèbrent l'anniversaire autour d'un gâteau. Pendant la célébration, le petit copain d'Ashley, Jeremy Hurst, passe prendre une part de gâteau et offre son cadeau à sa petite copine. Ils passent du temps avec toute la famille et Loria, ils s'amusent tous ensemble et Jeremy rentre chez lui vers 20h30, 21h. Le lendemain, tôt dans la matinée vers 5h30, un couple de la ville de Welch part au travail lorsqu'il aperçoit un nuage de fumée au loin. N'ayant pas de téléphone portable à l'époque, le couple s'arrête chez un voisin et demande à contacter les secours. Les pompiers se rendent sur place et découvrent la maison de la famille Freeman en feu. Les dégâts sont déjà très importants, ayant presque tout brûlé. Mais ils tentent d'éteindre le feu qui reste. Après avoir maîtrisé l'incendie, ils entrent dans ce qu'il reste du domicile à la recherche d'éventuelles victimes. Un corps est retrouvé dans une chambre qui a été plus épargnée que les autres pièces grâce à un matelas d'eau. Mais il n'y a aucune trace des autres membres de la famille. Un policier sur place remarque une voiture garée à l'extérieur. Celle-ci est identifiée comme appartenant à Loria. Un officier se rend sur le lieu de travail de Lauren pour lui parler. Il lui annonce qu'un incendie a complètement ravagé la propriété des Freeman et il lui demande si elle sait où se trouve sa fille. Sa mère répond qu'elle devait passer la nuit là-bas et elle a du mal à comprendre ce qui se passe. Elle demande où se trouve la famille. Le policier lui explique qu'ils ne le savent pas pour le moment, mais qu'un corps a été découvert dans le domicile. Lauren appelle son conjoint et tous deux se rendent sur les lieux de l'incendie, espérant obtenir plus de détails. La famille, les secours, les policiers sont tous dans l'attente car un médecin légiste doit arriver afin d'examiner la victime retrouvée. Mais cela prend des heures d'attente sans aucune réponse. À 14h, le médecin légiste arrive sur place. Celui-ci détermine que la personne retrouvée est une femme, elle porte une alliance et elle a donné naissance à au moins un enfant. Cela signifie qu'il s'agit probablement de Kathy Freeman. Mais alors, où se trouvent Danny et les deux autres adolescentes? Le corps est transporté à la morgue pour subir une autopsie et les conclusions du médecin légiste surprennent tout le monde. Il s'agit bien de Kathy, la mère de famille, mais elle n'est pas morte à cause de l'incendie. La cause de sa mort est tout autre. Quelqu'un lui a tiré une balle au niveau de l'arrière de sa tête. Immédiatement, la cause de l'incendie n'est plus considérée comme accidentelle, mais criminelle. Le feu a été propagé afin de détruire toutes les preuves concernant l'homicide de Kathy.
Sauf que les policiers se posent toujours la même question. Où sont Danny, Ashley et Loria? Lorsqu'ils observent les faits, une première hypothèse s'impose à eux. Et si Danny avait tué sa femme et s'était enfui en enlevant les deux adolescentes? C'est une piste probable à leurs yeux et ils décident de se focaliser sur la personnalité de ce père de famille. Danny a eu des problèmes de violence dans le passé, il aurait eu un comportement violent et c'est allé jusqu'à ce que le père de Cathy demande une ordonnance restrictive contre lui. Plusieurs personnes confirment qu'il a un tempérament colérique et qu'il peut partir au quart de tour. Ces informations appuient encore plus l'hypothèse des policiers. Concernant la scène de crime, elle est examinée assez rapidement puisqu'à 18h, les autorités annoncent avoir fini leurs investigations et la zone de crime est alors plus protégée. Dans la même journée, ils obtiennent un indice d'un voisin. Danny a un chalet un peu plus loin dans la nature et les filles pourraient s'y trouver avec lui. Mais les policiers préfèrent ne pas agir tout de suite car la nuit est tombée et ils décident d'attendre le lendemain. Le lendemain, le 31 décembre, aucune nouvelle information parvient au Bible. Et ils ne veulent pas rester chez eux sans agir et ils partent à nouveau sur les lieux du crime. Ils n'y vont pas avec une raison précise, mais ils veulent voir si quelque chose, un élément, ne pourrait pas aider l'enquête. Lauren et Jay sont sur les lieux et ils examinent les dégâts. Ils explorent les différentes pièces lorsque Jay fait une découverte. Il est au niveau de la chambre qui a moins brûlé que le reste de la maison et il observe quelque chose qui l'intrigue. En s'approchant de plus près, il est horrifié par ce qu'il voit. Il y a un corps carbonisé sur le sol de la chambre. C'est une vision épouvantable pour le couple Bible qui comprend que le corps a toujours été là. Car au niveau des restes de son t-shirt, il constate des traces de semelles. Cela signifie que les policiers, l'équipe d'experts, le médecin légiste qui sont venus dans cette pièce n'ont pas remarqué le corps allant jusqu'à marcher dessus alors que Jay l'a remarqué en seulement quelques minutes. Le frère de Danny arrive sur place entre-temps et il parvient à reconnaître qu'il s'agit du corps du père de famille et tous contactent les autorités. Le corps est emmené pour subir une autopsie. Là encore, la cause de la mort n'est pas l'incendie, mais une balle reçue au niveau du visage. L'agresseur a dû tirer lorsque Danny lui faisait face, contrairement à Cathy qui lui tournait le dos lorsqu'elle a été tuée. La théorie des policiers qui est que Danny a tué sa femme et a kidnappé les deux filles n'est plus possible. Le couple a été victime d'un homicide. Mais une question persiste. Où sont Ashley et Loria? Il faut établir un autre scénario. Si Danny n'est pas le responsable, les coupables peuvent être les deux adolescentes qui se sont enfuies après avoir tué les parents d'Ashley. La scène de crime est à nouveau protégée et les investigations sur les lieux recommencent. Du côté des Bible, ils perdent confiance en la police et cela peut se comprendre. Leur fille a disparu, rien n'est fait pour la retrouver et au contraire, on la suspecte d'avoir participé à cette tragédie. Puis le fait que la scène n'ait pas été bien examinée et que ce soit eux qui aient dû découvrir le corps de Danny les conforte dans l'idée qu'ils doivent faire bouger les choses de leur côté. Ils contactent la radio locale et ils demandent à ce que l'information concernant la disparition des filles soit diffusée. Assez rapidement, les habitants de la région apprennent l'horreur des faits et ils se sentent concernés par l'affaire. Des volontaires se mobilisent et partent braver le froid de décembre pour aider la famille Bible à explorer les alentours afin de retrouver les adolescentes. Cela ne s'arrête pas seulement aux alentours car Jay et Lauren continuent d'explorer les décombres de la maison à la recherche d'ossements et de preuves. Après avoir exploré les lieux, il est déterminé que le corps de Loria et Ashley ne se trouve pas là. Mais les parents découvrent plusieurs effets personnels appartenant aux jeunes filles qui leur font penser qu'elles ne sont pas parties volontairement. Dans les décombres, ils trouvent le sac à main de leur fille avec un portefeuille contenant 200 $, ses documents d'identité et ses clés de voiture. Pour eux, ce sont des preuves que Loria ne s'est pas enfuie. Elle aurait au moins pris son sac à main avec elle si c'était le cas. Concernant les recherches mises en place par les autorités pour retrouver les filles, elles sont quasiment inexistantes durant les premiers jours, alors que les premiers jours de recherche sont essentiels. Ashley et Loria n'ont pas été ajoutés au fichier des personnes disparues, ni à celui concernant les personnes suspectées d'avoir un lien avec un crime. Il n'y a pas eu d'alerte Amber, qui est l'équivalent de l'alerte enlèvement en France,
Pourtant, les deux jeunes filles ne sont pas majeures et tout cela aurait dû être mis en place. Encore pire, ce sont les familles des victimes qui ont créé les premières affiches concernant leur disparition, pas les autorités. Tout ce que l'on sait pour le moment est qu'entre minuit et 5 heures du matin, 2 homicides ont eu lieu dans l'enceinte de la maison des Freeman. Cathy et Danny ont perdu la vie après avoir reçu chacun une balle. Les fouilles des lieux, principalement la deuxième fouille, démontrent qu'il n'y a aucun autre corps présent. Loria et Ashley se trouvent dans un endroit inconnu et elles restent les seules suspectes au début de l'enquête. Aucun autre suspect n'apparaît, jusqu'à ce que des rumeurs et des théories se développent au sein de la région. La première théorie provient du témoignage de Dwayne Vensil, le frère de Danny. Celui-ci raconte que son frère lui a parlé quelques semaines avant son décès. Il semblait inquiet, sur ses gardes. Il a regardé Dwayne et lui a dit « Si quelque chose devait m'arriver, il faudrait regarder du côté du département du shérif du comté de Craig. » C'est une grosse information et cela n'est pas dit sans raison de la part de Danny, car sa famille et le département du shérif ont un passif compliqué, surtout depuis un événement s'étant produit 1 an auparavant. Ashley n'était pas fille unique, elle avait un frère nommé Shane. C'était un garçon sportif, un peu turbulent mais qui ne posait pas de gros problèmes. Malheureusement, en grandissant en tant qu'adolescent, il s'est rebellé et il a de plus en plus glissé sur une pente dangereuse, commençant à commettre des délits. Le département du shérif le surveillait car des faits de vol d'armes et d'intrusion dans un domicile avaient été rapportés. Le 8 janvier 1999, un témoin appelle les autorités pour signaler le vol de son pick-up par Shane. Peu de temps après, quelqu'un signale sa présence sur le côté de la route, le pick-up est visiblement tombé en panne, et l'agent David Ice se rend à cet endroit pour l'interpeller. Concernant les faits qui ont suivi, voici la version du département du shérif. L'agent Ice aperçoit Shane et il procède à son interpellation. Mais lorsqu'il s'approche, il voit le jeune homme se saisir de son arme. Et pour se défendre, le policier lui tire dessus et le tue. D'après la version des autorités, la mort de Shane résulte d'un acte de légitime défense. Là où la version diffère, c'est que d'après Danny, un membre du département du shérif lui a annoncé la mort de son fils en ajoutant qu'il n'y avait pas eu d'arme visible saisie par Shane. Chose qui sera contestée par les autorités lors d'une conférence de presse qui maintiendra avoir vu une arme et que le policier Ice a tiré pour se défendre. C'est à partir de cet accident qu'un véritable conflit éclate entre la famille Freeman et les forces de l'ordre. Danny place des affiches demandant justice pour Shane et il dit subir du harcèlement et de la pression de la part du département du shérif. Il en va de même de la part des autorités qui, eux, affirment recevoir des menaces et subir de la pression de la part du père de famille. Ce conflit n'est un secret pour personne et tous les habitants du comté de Craig savaient que ces tensions étaient présentes. En se penchant sur cette théorie, il est facile de penser que l'affaire puisse être biaisée par les ressentiments du département de shérif. Mais à ce niveau-là, il faut préciser ce qu'il s'est passé. L'affaire a été volontairement transférée par eux au département d'investigation de l'Oklahoma dès le premier jour. Un autre élément à signaler, c'est que l'agent Ice et les autres qui se sont rendus sur les lieux de l'interpellation après sont passés au détecteur de mensonges en 2000 et tous ont été blanchis de tout soupçon. Il y a une véritable méfiance de la part des habitants vis-à-vis des autorités du comté et beaucoup sont réticents à l'idée de leur parler. S'ils ont des choses à dire, des idées, des témoignages, ils préfèrent le faire directement au Bible. Les familles Freeman et Bible n'ont également pas les mêmes opinions concernant l'affaire. Les Freeman pensent que les policiers sont impliqués dans la tragédie, contrairement aux Bible qui, eux, n'y croient pas. L'année 2000 s'écoule sans que de nouvelles pistes ou nouveaux éléments ne soient ajoutés au dossier. Mais les choses changent durant la fin de l'année lorsqu'un nouveau shérif est élu. La situation semble différente avec ce nouveau shérif. Les langues se délient, de nouvelles informations et rumeurs parviennent aux autorités. Il est maintenant question d'un gros problème présent à l'époque dans cette zone rurale de l'Oklahoma, la drogue. Au moment des faits, la méthamphétamine est assez présente et consommée dans la région et de nombreux dealers en ont fait un véritable business. C'est là que plusieurs personnes liées à ce milieu font des confidences. 2 jours après l'incendie de la maison des Freeman, plusieurs personnes attestent avoir vu les 2 adolescentes lors d'une soirée pour le Nouvel An.
Cela ne se passait pas n'importe où, mais vers le comté d'Ottawa qui abritait un endroit dédié au trafic. La soirée se serait déroulée sur plusieurs jours chez un trafiquant nommé Chester Chadwick, connu des forces de l'ordre. D'autres témoins confessent avoir vu une vidéo sur les jeunes filles dans laquelle on les voit droguées, ligotées et abusées sexuellement. Cette théorie s'appuie aussi sur le fait que Danny Freeman avait participé à un trafic de marijuana. Il en cultivait et en revendait. Il y a une possibilité qu'il ait vendu des drogues dites plus dures, mais aucune confirmation n'a été faite à ce sujet. Est-ce que toute cette affaire serait liée au fléau du trafic? C'est une possibilité envisagée. Le 21 juin 2001, le bureau d'investigation obtient un mandat afin de fouiller la propriété de Chester. Mais rien n'est découvert. Il n'en reste pas là et il décide de répéter l'opération dans une autre maison où Paul Glover Senior et Junior vivent. Ce sont un père et son fils qui sont connus comme des figures importantes du trafic de la région. Le 26 juillet 2001, un mandat est obtenu et la perquisition commence. De gros moyens sont employés pour la fouille. Le département d'enquête est là, le département du shérif, une équipe médico-légale est aussi présente et des chiens chercheurs de cadavres. Un seul élément intéressant est découvert. Sur un tapis, à l'intérieur, il y a une tache rouge, ressemblant à une tache de sang. La perquisition se finit et le tapis est envoyé en analyse. Les résultats tombent, il ne s'agit pas de sang humain. L'enquête retombe à zéro. Chaque piste exploitée se termine rapidement et l'enquête ralentit malgré une récompense de 50 000 $ en échange d'une information concernant la disparition des filles. En 2002, le Joplin Globe, qui est un journal du Missouri, reçoit une lettre d'un homme condamné pour meurtre nommé Tommy Lynn Sells. Dans ce courrier, le prisonnier déclare qu'il est responsable de la mort du couple Freeman et de la disparition de Loria et Ashley. Il précise qu'il était dans un état second et que de ce fait, il ne se rappelle pas de tous les détails, mais il est coupable. L'information est transférée aux policiers et celle-ci est prise très au sérieux. Tommy a été condamné à mort pour le meurtre de Kaylin Harris, 13 ans. Mais il y a aussi des dizaines d'autres homicides dans lesquels on le suspecte d'être responsable. Il est donc un possible tueur en série. Lorsque les policiers lui demandent de les amener là où il a enterré le corps des filles, il accepte et part avec eux pour leur montrer. Il les conduit à un endroit, cherche, puis dit que c'est pas là, il les amène à un autre lieu, ce n'est pas encore le bon, il les amène encore quelque part d'autre. Il les fait clairement tourner en rond. Par la suite, voyant que sa crédibilité s'effondre, il admet avoir tout inventé. Il avait vu un article concernant l'affaire et il voulait de l'attention, de la meilleure nourriture et un accès au téléphone et aussi pouvoir prendre l'air. C'est un nouveau coup dur pour Lauren et Jay. Entre les pistes qui leur donnent espoir mais qui ne donnent rien et cet homme prêt à s'accuser pour obtenir de l'information. Cela fait maintenant plusieurs années qu'ils sont dans l'attente de réponses, qu'ils essaient de comprendre ce qu'il a pu se passer et où se trouvent Loria et Ashley. Lors d'une disparition, le manque de réponse est extrêmement dur à vivre, partagé entre l'espoir et la nécessité de continuer d'avancer dans sa vie. Le problème est que, sans certitude, comment faire le deuil d'un être cher sans avoir le sentiment de le laisser tomber et surtout sans preuve qu'il ne soit plus en vie. L'espoir de revoir leur fille les suit au cours du temps, laissant chaque nuit la lumière du porche allumée afin de montrer à Loria qu'ils ne l'ont pas oubliée et qu'elle est attendue à la maison. C'est tout aussi déchirant de les entendre parler du sapin de Noël qu'avait décoré leur fille avant sa disparition et qu'ils n'ont pas pu enlever pendant plus de 6 ans. En 2004, cela fait maintenant 5 ans qu'ont eu lieu les événements tragiques au domicile des Freeman et rien de nouveau concernant la disparition des filles n'est apparu. Une arrestation change pourtant le cours des choses. Durant cette année, un tueur en série du nom de Jeremy Jones est appréhendé en Alabama. Celui-ci a tué entre 4 et 8 femmes dans les états de l'Alabama, du Kansas, de la Géorgie et de la Louisiane. Vous devez vous demander quel est le rapport avec l'affaire des 2 jeunes filles disparues puisqu'il n'a pas agi dans l'état de l'Oklahoma. Eh bien, Jeremy a grandi dans l'état de l'Oklahoma et pas n'importe où puisqu'il a vécu pas très loin de la ville de Wesh, donc du lieu du crime. Il est aussi connu pour avoir eu des problèmes et des liens avec le monde de la drogue, très présent dans cette région, ce qui correspond finalement aux premières pistes envisagées dans cette affaire.
Après son arrestation, il est bien sûr interrogé et pendant l'un des interrogatoires, il dit aux policiers « Je dois vous parler de quelque chose en lien avec des filles de l'Oklahoma ». Jérémy confesse avoir tué le couple Freeman, avoir enlevé les filles et les avoir tuées. Il donne les détails et un mobile concernant les faits. Il explique que Danny devait de l'argent à un de ses amis par rapport à des substances illicites. Jérémy a accepté de se rendre chez les Freeman pour récupérer l'argent. Les choses ont mal tourné, il a abattu Danny et Cathy et a mis le feu au domicile, a enlevé les filles, les a emmenées jusqu'au Kansas dans une sorte de mine, les a tuées et enterrées là-bas. Aux yeux des inspecteurs, sa version tient la route car il parle d'une arme qui correspond à celle du crime. Et l'accélérant pour commencer le feu correspond à celui retrouvé au domicile. Il devient un véritable suspect. En vérifiant son parcours lors du 30 décembre 1999, il découvre qu'il a été arrêté vers 3h30 du matin dans le comté d'Ottawa, qui est à environ 15 minutes de la maison des Freeman. Là se pose alors la question de l'heure. Est-ce qu'il a eu suffisamment de temps avant son arrestation pour commettre les meurtres, enlever les adolescentes, les conduire dans un autre état et les faire disparaître avant de revenir dans le comté d'Ottawa? Pour certains c'est faisable et pour d'autres agents ça ne l'est pas. Jérémy donne la localisation des filles, les corps seraient à Galena au Kansas qui est une énorme mine abandonnée. Les forces de l'ordre et la famille Bible se rendent sur place pour les recherches, mais la zone est énorme, dangereuse et peu praticable. Pendant ce laps de temps, arrive un nouveau retournement de situation. Jérémy revient sur ses aveux. Il admet avoir tout inventé pour, comme l'autre tueur, obtenir des avantages et de l'attention. Malheureusement, de faux aveux de la part de tueurs en série avec ce genre de profil ne sont pas rares. Cela peut leur permettre de combler une soif de notoriété, d'attention et une certaine fierté malsaine. On peut penser à l'un des cas les plus célèbres qui a été abordé dans le documentaire Netflix The Confession Killer au sujet d'Henry Lee Lucas, qui a admis volontairement plus de 600 crimes alors qu'en réalité 3 lui ont été attribués. Et puis il y a aussi l'idée de diversifier leur journée, sortir dehors pour donner des emplacements, avoir des conversations avec différentes personnes et obtenir des avantages. Cette fausse confession est le dernier élément important de ce dossier. Les années passent et l'affaire devient un véritable cold case. Lorraine et son mari ont continué à se battre pendant toutes ces années, participant à des documentaires parlant de la tragédie, parlant de Loria dès qu'ils le pouvaient, pour qu'on ne l'oublie pas, et que les recherches continuent tout en cherchant de nouveaux témoignages. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, la mère de famille décide de les utiliser dans son combat et crée une page Facebook Find Loria Bible, donc retrouver Loria Bible. Concernant Ashley, j'ai lu qu'en 2010, elle n'était plus considérée comme disparue, mais légalement déclarée décédée suite à une demande de sa famille. En 2015, Lorraine reçoit un message sur la page dédiée à sa fille. Une personne lui indique qu'elle devrait se pencher sur le cas de Charlie Crider. Charlie avait connu Danny lorsqu'ils ont travaillé ensemble au début des années 90 et ils sont devenus amis par la suite. Il semblerait qu'il l'ait aussi aidé avec le trafic de plantes illicites. Ce qui peut accréditer les soupçons contre Charlie est le fait qu'il est actuellement en prison pour homicide. Ce n'est donc pas un élément négligeable aux yeux de Lorraine. Elle apprend que la maison de cet homme a été vendue à une femme après son incarcération. Elle la contacte et elle obtient son autorisation pour fouiller les lieux. Lorraine va voir les autorités et ils acceptent de faire une fouille de la propriété le 15 janvier 2016. Puis une autre est faite 9 mois plus tard dans une autre propriété. La fouille des lieux ne donne aucun nouvel indice. C'est une nouvelle déception pour la famille Babel. En 2017, soit 16 ans après les terribles événements, un nouveau shérif, Huss Winfrey, est élu dans le comté de Craig. C'est un homme de la région qui a grandi en sachant les faits et l'impact que cela a eu sur les habitants. Dès le début de son entrée en poste, il décide de se focaliser sur ce dossier dans l'espoir d'enfin donner des réponses aux proches des Freeman et des Bible. Il se replonge dans l'enquête, examine les éléments récoltés par les deux anciens shérifs et il découvre une boîte qui avait été mise de côté, ignorée. C'est surprenant de découvrir cet élément car
il ne devrait pas se trouver au sein du département du shérif, mais dans les bureaux d'enquête de l'Oklahoma, qui a la charge principale de cette affaire. La boîte est transférée au département d'enquête, amenant de nouvelles pistes. L'affaire est remise en avant et l'espoir de résoudre cette enquête s'amplifie. En avril 2018 se tient une conférence de presse avec les proches des Freeman, les Bible et le département du shérif. Durant cette conférence, les autorités font une énorme annonce. Ils pensent avoir résolu l'affaire. Les policiers ont arrêté un homme nommé Ronnie Busick, 66 ans, et suspectent 2 autres personnes d'être impliquées, Phil Welch et Dave Pennington, qui, eux, sont déjà décédés. Là, vous devez vous demander comment ces personnes dont on n'a jamais entendu parler auparavant peuvent être les responsables. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer. Le premier fait important est de savoir qu'il y avait déjà eu une piste sur l'un de ces hommes dès le début de l'enquête. En effet, les proches des Freeman avaient engagé des détectives privés au début des recherches pour les aider. Un jour ou 2 après les meurtres, un des détectives privés parcourt les restes du domicile et les environs, lorsqu'il découvre par terre une carte d'assurance de voiture n'appartenant à aucun membre présent au domicile. Il arrive à retrouver le propriétaire, dont le nom reste non dévoilé au public, mais qui était la copine de Phil Welch au moment des faits. L'information a bien entendu été transmise au bureau d'enquête, la copine a été questionnée et elle a répondu qu'elle ne savait pas pourquoi sa carte était là-bas. Quant à Phil, lui non plus ne savait pas pourquoi elle s'y trouvait. Les recherches se sont arrêtées là. Pourtant, cet élément se révélera crucial pour résoudre l'affaire. Les détectives privés, eux, n'ont pas eu l'opportunité de le faire car ils ont été informés que leur enquête interférait avec celle des policiers et qu'ils devaient arrêter. Si les recherches avaient été plus minutieuses, le bureau d'enquête aurait pu découvrir que Phil conduisait régulièrement la voiture de sa copine et qu'une voiture similaire a été aperçue vers le domicile des Freeman le matin des homicides. Mais tout ça sera découvert des années plus tard. À l'intérieur de la boîte retrouvée par le nouveau shérif se trouvent diverses informations et surtout des interrogatoires datant de 2001 et 2016 et ils sont d'une importance capitale. Grâce à eux, la vérité peut enfin être dévoilée. Voici ce que l'on sait par rapport au déroulement des faits. Le 30 décembre 1999, entre minuit et 5h30, Ronnie, Phil et Dave se rendent au domicile des Freeman. Concernant les raisons, 2 versions différentes sont données. Une indique que les hommes souhaitaient vendre de la drogue aux parents et que les filles sont arrivées par surprise pendant la discussion et que les choses ont mal tourné. L'autre version est que Danny devait de l'argent à ces hommes, qui étaient tous impliqués dans le trafic de stupéfiants, et c'est la raison pour laquelle ils ont été tués. Danny et Cathy se sont fait tirer dessus et les 3 hommes ont enlevé les adolescentes en mettant le feu préalablement au domicile. Concernant ce qui est arrivé aux filles par la suite, il n'y a pas une version claire et officielle, mais c'est une sorte de reconstitution grâce aux divers témoignages présents dans la boîte et faits par la suite. Tous ces récits sont inscrits dans une déclaration sous serment de 29 pages accessible en ligne. Je vais vous lire certains d'entre eux pour vous permettre de comprendre les événements. Chaque nom est tenu secret. Seules leurs initiales sont utilisées pour leurs témoignages. Mais beaucoup de ces témoins sont des ex-copines de ces hommes. C'est un document assez long et technique, mais je vais essayer de le rendre assez digeste et compréhensible pour vous. J'espère ne pas vous perdre en route parce que ça a été la partie la plus compliquée à synthétiser, mais on y va. Dans un entretien de 2001, soit 2 ans après les faits, TW, qu'on va appeler Tara, elle témoigne. Elle a vécu avec Phil Welch en 2000 et dans un entretien, elle déclare avoir vu des Polaroids conservés dans une petite boîte par Phil sur lesquels étaient visibles 2 jeunes filles ligotées, bâillonnées sur le lit de l'homme. Elle confirme que les filles sur la photo sont les 2 filles disparues. C'est le seul entretien de 2001 évoqué ici. Tous les autres entretiens se sont déroulés à partir de l'année 2016. Un témoin, LE, qu'on va appeler Laetitia, c'est une ancienne petite amie de Dave. Elle déclare l'avoir entendu se vanter de la mort d'un homme ressemblant au nom de Danny Freeman. Elle a entendu que 3 hommes étaient impliqués, Dave, Phil et elle ne sait pas le nom du 3e. Dave a parlé des filles, disant qu'ils avaient voulu s'amuser avec elles,
et ils ont tous les trois abusé d'elle. Elle n'est pas sûre de la localisation des corps, mais elle a entendu dire qu'ils étaient dans une fosse. Elle ajoute qu'elle n'a pas parlé avant car elle était terrorisée par cet homme qui l'avait violentée et menacée de la mettre dans la fosse avec les adolescentes si elle en parlait ou même si elle le quittait. Elle a réussi à s'enfuir, mais jusqu'à ce que Dave décède, elle se cachait de lui. Elle affirme que d'autres personnes sont au courant et ont vu les photos, mais tous avaient peur de parler. Il y a le témoignage de CM qu'on va appeler Caroline. Elle connaît Tara, l'ex-copine de Phil, depuis leur enfance. Il était très violent avec son amie, la menaçant de mort, elle et son fils. Tara s'était même réfugiée chez elle et elle lui avait montré les polaroids des jeunes filles. Elle les gardait pour faire chanter Phil et éviter qu'il ne fasse du mal à son enfant. Elle sait que Dave et Ronnie ont été impliqués et qu'ils se trouvaient avec Phil au moment des faits. Ce sont eux qui ont mis le feu au domicile. Caroline a voulu parler plus tôt, mais elle n'avait pas confiance et elle avait surtout peur de ce qu'il pourrait lui faire. Les inspecteurs ont réussi à retrouver Tara en 2016 et ont pu l'interroger à nouveau. Elle explique que Phil était violent avec elle, avec son fils aussi, et qu'ils s'étaient retrouvés en prison à cause de ça. Elle en a profité pour fuir du domicile, s'emparant de la boîte contenant les photos afin d'avoir un moyen de pression contre lui. Elle ne les a pas gardées avec elle, mais elle les a cachées dans le coffre d'une des voitures de Phil. Elle ne sait pas où elles sont à présent. Elle pense qu'elles ont été perdues lors de la vente des véhicules de son ex-compagnon. Elle se souvient que lorsque Phil la menaçait, il lui parlait de l'emplacement des corps en nommant la ville de Pitcher. Il y a de nombreux autres témoignages de personnes qui se sont présentées à la police. Je ne vais pas tous les lire un à un, mais je vais vous résumer ce qui revient le plus. Plusieurs affirment avoir vu les photos ou au moins en avoir entendu parler. Ronnie, Phil et Dave sont impliqués, mais la tête pensante et le tireur est Phil. Concernant les filles, elles ont été gardées dans un mobil-home à Pitcher pendant plusieurs jours. Elles ont subi des violences sexuelles et ont été étranglées par la suite. Leurs corps ont été cachés dans un trou ou dans un puits de mine. Les trois suspects étaient paniqués lorsque la carte d'assurance a été découverte, et encore plus lorsque l'ex-copine de Phil a volé la boîte. Les témoins ont décidé de parler maintenant, déjà parce que 2 d'entre eux étaient morts, aussi parce qu'ils ne pouvaient plus vivre avec ça sur la conscience, et que la vérité devait éclater. Ils semblaient tous terrifiés par ces hommes qu'ils décrivent comme des monstres, des personnes très dangereuses, menaçant tout le monde. Tout était lié à la drogue, et la raison de cette tragédie l'était aussi. Vient à présent l'interrogatoire de Ronnie Busick, le seul des 3 hommes accusés encore en vie. Au tout début des interrogatoires, Ronnie admet connaître Dave et que le nom de Phil lui est vaguement familier. Il finit par admettre les connaître tous les deux, mais ne pas aimer Phil, qui était quelqu'un de mauvais. Lorsque vient le sujet des crimes, il nie toute implication. Il dit ne rien savoir. Lorsqu'on le pousse un peu plus loin dans ses retranchements, il commence à dire que Phil est le genre de personne capable de faire ça, mais il n'a jamais rien entendu à ce sujet. Puis finalement, oui, Phil s'en était vanté, mais il n'en sait pas plus, ou en tout cas, il ne s'en souvient pas. Les preuves et les témoignages lui sont présentés, mais il répète qu'il n'était pas là cette nuit-là et que s'il savait où se trouvaient les filles, il le dirait. Le 15 juillet 2020, Ronnie plaide coupable de complicité de meurtre et il est condamné à 10 ans de prison et à 5 ans de sursis. Les corps de Loria et Ashley n'ont pas été retrouvés. Les autorités sont toujours en train de chercher et invitent quiconque pouvant les aider à se manifester. Concernant l'affaire en elle-même, lorsque j'ai découvert qu'il y avait eu un premier témoignage en 2000 parlant des photos des filles et de l'implication de Phil Wesh, et que rien de plus n'a été fait par rapport à ces révélations, je suis restée dans l'incompréhension. Même s'il s'agissait de rumeurs, c'était un élément majeur à prendre en compte, sur lequel des recherches auraient dû être effectuées. Ces hommes étaient connus pour ne pas être des enfants de cœur. Phil avait été incarcéré pour cambriolage, menaces terroristes et coups et blessures. Les 2 autres étaient connus pour leurs implications dans les trafics de drogue et pour maltraiter leurs partenaires. Juste en regardant leur passif, cela aurait dû mener à une vérification, des interrogatoires ou au moins leur demander leur lien avec les Freeman.
ce qu'il faisait la nuit du crime, en apprendre un peu plus sur les photos. Le fait qu'on ait retrouvé la carte d'assurance dès le début et que les détectives privés aient découvert la voiture et l'identité de la personne, si la piste avait été prise au sérieux, le cauchemar de l'attente de réponse des Babel aurait pu être évité. C'est encore plus affligeant lorsque l'on sait que les filles étaient en vie pendant plusieurs jours et que les recherches, elles, n'ont pas été prises autant au sérieux qu'elles auraient dû l'être pendant les premiers jours de l'enquête. Pour cette vidéo, j'ai eu accès à des documents officiels comme la déclaration sous serment, mais surtout à l'œuvre de Jack Miller, Hell in the Heartland, adaptée dans un documentaire. Dans le documentaire, l'auteur suit la famille et les recherches pendant plusieurs années, explorant chaque étape de l'enquête et étant présente lors de la résolution de celle-ci. Le documentaire est divisé en 4 épisodes dans lesquels on découvre les proches des victimes, les personnes ayant participé à l'enquête et surtout dans lequel on est plongé dans cette région rurale. J'ai ressenti la méfiance des habitants face aux autorités, les dommages que la drogue avait causés et l'importance qu'elle avait dans cette affaire et dans la région à l'époque. Et le silence ambiant, la peur de parler et de pouvoir libérer sa conscience. J'ai une pensée particulière pour Lauren et Jay qui se sont battus tout au long des années pour ne jamais baisser les bras, qui ont fait un travail remarquable pour tenter de découvrir la vérité, qui ont dû malheureusement attendre longtemps, trop longtemps pour avoir des informations, et qui vivent toujours avec l'espoir de pouvoir un jour enterrer leur fille convenablement. Sans oublier les victimes collatérales de la drogue, ces jeunes filles insouciantes qui ont vécu l'enfer en cette fin du mois de décembre 99. Je vous mets juste en dessous de la description de la vidéo la page de Lauren créée pour Loria qui est toujours active et ouverte, invitant quiconque ayant une information permettant de retrouver le corps de Loria et Ashley à les contacter. C'est tout pour cette semaine, j'espère que l'affaire vous a semblé aussi intéressante qu'elle a été pour moi lorsque j'ai fait mes recherches. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est la dernière fois que l'on se voit pour 2021, alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne fin d'année et surtout une superbe année 2022, en espérant qu'elle le soit pour nous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. En attendant, prenez soin de vous.